Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous ne sommes pas dans le Saré aujourd'hui. Féminin pluriel, c'est l'émission spéciale 8 mars. Comme cela est de coutume depuis 3 ans, nous renouvelons donc l'exploit, je l'espère donc, avec des invités de choix sur ce plateau. L'année dernière, le thème de la Journée internationale de la femme portait sur les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Cette année, on a parlé de la plateforme de Beijing. Alors, est-ce qu'on comprend véritablement ce que c'est? Quels sont les objectifs de cette plateforme? Est-ce qu'on a atteint les objectifs des OMD? On en parle dans cette émission. En première partie, nous avons sur ce plateau Henriette Enumedi que vous avez souvent regardé sur Canal 2. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors également Marianne Simon Ekane qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Oh, c'est un plaisir d'être avec vous. Ma très chère pour conduire, comme d'habitude, à mes côtés l'émission. Ma très chère. Naturellement, ma très chère, bonsoir à vous pour cette 30e édition de la Journée internationale de la femme. Nous sommes ensemble. Alors, Journée internationale de la femme, la question se pose, on a tendance à dire Fête internationale de la femme. Est-ce que ça vous offusque, mesdames? Qu'on dise fête ou journée? Marianne Ekane? Oh, peu importe, quand il faut célébrer la femme, que ce soit fête ou journée, c'est pareil. Donc, je vois pas. C'est une fête parce que c'est cette journée où on ne parlera plus souvent que de la femme, donc c'est une bonne chose. Alors, fête internationale de la femme, journée de plaidoyer, comme femme actrice de développement, qu'est-ce que vous préférez? Journée, monsieur, mieux, parce que ce sera réducteur de ramener les femmes qu'à cette fête-là. Parce que même en parcourant la presse, ce matin, on était beaucoup plus en train de relater les exploits des femmes dans une minorité, quelques abus. Mais il ne faudrait pas oublier qu'en cette journée internationale de la femme, beaucoup de femmes travaillent, la preuve, ont des cercles de réflexion, ont des activités de développement, ont des, comment dirais-je, des actions civiques qu'elles mènent ce jour-là et ne se contentent pas que d'aller festoyer dans le pagne. Et en quoi est-ce péjoratif de penser à une fête? C'est réducteur, c'est réducteur. Cette journée-là n'est pas que festive, elle est aussi intellectuelle, elle est une journée de réflexion, une journée de questionnement, des femmes, entre femmes, femmes et hommes, femmes dans la société, femmes dans l'avenir. Donc personnellement, le terme de fête est réducteur pour cette journée-là. Mais je pense quand même que quand on dit fête des mères, ce n'est pas réducteur pour les mères. Donc quand on dit fête, c'est une journée qu'on célèbre, qu'on consacre aux femmes. C'est pas, je trouve pas ça réducteur. Alors vous qu'est-ce que vous mettez dans fête, justement? C'est le jour où on célèbre, où on parle des problèmes de femmes qui travaillent, qui ne travaillent pas, mais qui participent tant soit peu à l'édification de cette humanité. Parce qu'il faudra quand même qu'on ne peut pas faire des lois et ignorer la moitié de l'humanité. Donc c'est rappeler que les femmes ne sont pas des êtres à part, mais des hommes avec grand H à part entière. Et vous êtes d'accord avec le terme fête? Ça veut dire qu'à côté des réflexions et autres, vous êtes quand même d'accord qu'on fête? Qu'on fête la femme, qu'on consacre une journée aux femmes, moi je trouve que c'est pas réducteur. Moi ça me choque pas, je suis pas, non pas que je pense que la dame est féministe, moi je suis pas une féministe. Non, je me permettrai pas puisque je vous connais pas. Moi je ne suis pas une féministe acharnée, parce que féministe ça veut dire qu'il faudrait que les femmes, qu'on mette les femmes quelque part. Non, les femmes prennent leur place. Donc, moi, ça ne me choque pas. On fête bien les hommes, il y a la fête des pères. Ça ne veut pas dire qu'on réduit les pères à ce jour-là. Est-ce que la connotation est la même? Parce que c'est la question qui pourrait se poser aussi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aurait la même connotation si on dit journée et qu'on dise fête? Est-ce qu'on a le même résultat? On a le même signifié? Mais laissez les hommes penser ce qu'ils veulent. C'est les hommes qui pensent que fête de 8 mars, fête des femmes, elles vont s'amuser. Laissez-les penser, ils sont dans leur rôle. Nous aussi, on aurait pu penser que la fête des pères, c'est réducteur. Donc, ils pensent ce qu'ils veulent. Nous, on sait pourquoi cette journée est importante pour nous. Ils pensent ce qu'ils veulent. Et pourquoi c'est important pour nous, les femmes, justement? Mais parce que c'est le jour où on leur montre qu'on est toujours dans la lutte. Qu'on dirait Simone de Beauvoir, les droits qu'on a acquis,
c'est pas pour la vie. Il faut toujours rester vigilant parce que il suffirait d'une petite crise politique ou religieuse ou même économique et nos droits vont encore être remis en question. C'est toujours la bataille. Alors, bataille, juste pour vous le rappeler, sur ce plateau, nous avons un contradicteur, Charlie Ekanga, et donc c'est la 3e fois qu'il est avec nous donc, pour les émissions spéciales 8 mars, dont le contradicteur est là, et il viendra à la fin de chaque session déconstruire ou alors apporter des éléments de contradiction à tout ce qui a été dit sur ce plateau. Alors, on va commencer tout de suite avec un article, moi, qui m'a interpellé dans l'Œil du Sahel, paru cette semaine avec les femmes qui sont au front. On a dans ce journal qui nous rappelle que je vous permets de regarder. Dans ce journal qui nous rappelle qu'au front, il y a une dizaine de femmes. Peut-être que vous ne le saviez pas. Là, par exemple, dans le descriptif, on a Tao qui a 21 ans. On a une autre jeune femme qui s'appelle Matingom Teti Mariana. On a également une autre Bouagabé Merline. Et il y en a une qui raconte un peu comment elle explique à son fils ce qu'elle fait au front. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ces femmes qui sont au front, justement? Nous sommes le 8 mars. On a peut-être un mot? Déjà, merci et félicitations. Parce que ces femmes-là se battent comme nos hommes pour défendre la patrie, menacée. Donc, la moindre des choses, en tant que citoyen, et Camerounais donc, c'est de leur dire merci pour le sacrifice suprême que ces femmes et ces hommes font pour nous. Voilà. Et vous, voilà. Ah oui, tout à fait. Moi, je salue leur courage et leur détermination au même titre que celle des hommes. Donc voilà, je ne vais pas m'étendre en disant que parce que ce sont des femmes, il faut les saluer un peu plus. Non, si on est en train de célébrer la journée de la femme, il ne faudrait pas qu'on compare. Ah oui, il y a une femme qui est au front. Non, elle est là en tant que citoyenne, en tant que soldat, au même titre que les hommes. Alors justement, soldat, quand vous le dites, il y a Tao qui rappelle que le féminin du mot soldat n'existe pas. Donc ça se considère comme grand H, tous ceux qui sont au front. Et vous êtes d'accord avec ça? Absolument, parce que ces femmes-là sont des hommes à part entière. Ce pas des êtres à part. Et est-ce que vous pensez qu'on devrait quand même, étant féministe, je prends ce cas, que c'est une sorte d'injustice quand même qu'il n'y ait pas de féminin de soldats? Oh non, du tout. Parce qu'elles combattent au même titre que les hommes en même temps. Absolument, elles font donc elles font la guerre, elles portent les mêmes armes. Au front, les femmes n'ont pas des armes plus petites que les hommes, non. Quand on est femme soldat, on s'assume comme tel et on va au combat comme tout le monde. Voilà. Oui, oui, j'aurais pensé que vous auriez certainement apprécié que les femmes, qu'on les considère également comme, ça n'existe pas encore, des soldates, pourquoi pas? Ah non, on n'a pas besoin, c'est des femmes, ce sont des hommes, grand âge, des hommes en tenue, point. D'accord. Voilà. On va parler pour compléter cette première partie, de la plateforme de Beijing. Qu'est-ce que c'est exactement? Peut-être que vous vous êtes posé cette question, je le disais à l'entame de ce programme. Dans ce reportage, on va suivre quelques pistes d'indication, mais on reviendra sur ce plateau en parler. Si pour beaucoup, la plateforme de Beijing ne renvoie à aucun signifié, c'est simplement que la déclaration et le plan d'action de la 4e conférence mondiale sur les femmes n'a connu aucun écho au Cameroun, aussi résiduel soit-il. En effet, si certaines voix s'élèvent aujourd'hui pour contester ce thème, pour le moins incompréhensible du commun des femmes, il n'en demeure pas moins que le texte de la résolution, riche de 141 pages, vise à faire progresser les objectifs d'égalité, de développement et de paix pour toutes les femmes dans le monde entier, dans l'intérêt de l'humanité tout entière. Ainsi, depuis 1995, année de l'adoption de la déclaration de Beijing, 12 objectifs principaux ont été intérimés en guise de canevas à adopter par chaque pays pour enfin faire régner l'égalité. Ces objectifs sont résumés en 5 points. La situation de pauvreté des femmes, la santé, l'éducation, l'environnement, le droit des femmes. Le programme d'action trace donc des lignes à suivre pour donner plus de pouvoir aux femmes. Il vise à accélérer l'application des stratégies prospectives d'action de Nairobi
pour la promotion de la femme et éliminer tous les obstacles qui empêchent les femmes de jouer un rôle actif dans tous les domaines de la vie publique et privée en participant pleinement et sur un pied d'égalité à la prise de décision dans les domaines économiques, sociaux, culturels et politiques. Bel engagement qui rencontre tout de même obstacle au Cameroun parce que, dit-on, le pays n'aurait pas ratifié la dite convention, d'où les critiques des observatrices. Situation qui dénie aujourd'hui le ministère de la promotion de la femme et de la famille. La plateforme de Beijing, on en parle cette année 2015. Beaucoup se demandent ce que c'est. Et donc, Marianne, Simon et Canet, vous disiez que vous allez nous apporter quelques éléments d'éclaircissement. Quelques éléments. En fait, c'est lors du sommet, du 4e sommet mondial à l'ONU des femmes, où cette plateforme en 1995 a été adoptée. Le but de cette plateforme c'était une revendication des femmes qui demandaient qu'il y ait 30% de femmes dans tous les organes de décision, que ce soit au Parlement, dans les entreprises, au Sénat, dans tous les pays. Donc c'était ça la plateforme de Beijing. Au Parlement, on est à 31,11%. Oui, mais au bout de combien ça fait 20 ans qu'il y a eu cette plateforme de Beijing. Et ce n'est qu'en 2013 que le Cameroun est arrivé à 30% de femmes dans les organes de décision. Donc ça fait quand même 20 ans après. Et encore, il y a des pays africains qui ont ratifié, en fait, qui en ont fait une loi. Donc, ça a été discuté dans l'Assemblée, mais au Cameroun, ça n'a jamais été une loi. Alors, justement, la question se pose en ce moment. Les acteurs ou les actrices de la société civile, je n'ai pas peur que vous me cataloguiez. Hein. Donc, les actrices de la société civile estiment qu'il y a eu comme, je vais dire quoi, un effet qui est biaisé. Parce qu'effectivement, il n'y a pas ratification et on a ça comme thème au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que le pouvoir en question, je vous rappelle quand même que les femmes n'ont pas attendu la plateforme, les Camerounaises n'ont pas attendu la plateforme de Beijing pour se mettre en avant. Déjà en 31, je dis bien en 31, les femmes camerounaises se sont mobilisées devant le bureau du gouverneur Marchand, avec à leur tête une princesse de Bonabéry, Joanna Bouanga. Elles ont essuyé des tirs des soldats. Il y a des femmes qui se sont mobilisées aussi pour l'indépendance. Donc, elles n'ont pas attendu la plateforme de Beijing. Je vous signale que le président Ahidjo, en 1966, avait dit que les femmes n'ont pas le droit de faire de la politique. C'était inscrit dans le parti, puisque c'était le parti unique, dans le parti de tous les Camerounais. Quand le président Biya est arrivé, les femmes, les Camerounaises ont cru voir un vent de liberté à la venue du président Biya, qui leur a dit au congrès de Bamenda que c'est quand même pas le moment pour que les femmes fassent de la politique. Ce n'est qu'après un an, après la tentative de coup d'État, que le président Biya s'est dit, il est donc un peu temps que les Camerounaises peuvent faire de la politique. Je ne comprends pas le parallélisme. Ça veut dire en fait que c'est une décision politique. Les femmes camerounaises n'attendent pas une loi pour faire ça, mais le pouvoir est accaparé par des hommes un peu rétrogrades qui estiment que les femmes ne peuvent pas faire comme eux. Bon, ont-ils peur de la concurrence? Certainement. Donc, ce n'est pas... les femmes ne les ont pas attendues. C'est à dose homéopathique qu'on pense nous donner j'aime bien l'image. C'est homéopathique. Moi, je me tourne, voilà. Ça n'a aucun sens. Moi, je me tourne vers Henriette et Noumédi pour savoir, certains pensent que la succession de journées internationales de la femme n'apporte pas grand-chose au Cameroun. Qu'en est-il? Moi, c'est une question intéressante, en fait. On en est à X journées. 30. Et voilà, les femmes se mobilisent physiquement. On ne légifère pas beaucoup, hein, à entendre. On ne légifère même pas. Voilà, on ne légifère pas. Il n'y a pas de vraies avancées sur le terrain. En tout cas, on ne les vit pas. Moi, je serais partante pour dire que les femmes ont l'habitude de prendre. Donc, à la maison, on prend. Parce que si on attend qu'on nous donne, personne ne nous donnera.
moi j'ai envie de dire à mes sœurs, eh ben prenons. Voilà, prenons. Là où on peut prendre, on prend. Et comment? Voilà. Et moi, j'ai une autre question. Au vu de ce qui a été étayé tout à l'heure, est-ce que vous pensez que ce thème est une incongruité pour nous au Cameroun qui n'avons pas entériné cette loi? Incongruité, peut-être pas. En fait, on est dans le mouvement parce que cette journée n'est pas nationale, en fait. Donc, elle est internationale. C'est une journée internationale, donc le Cameroun fait partie dans des instances internationales. On ne peut pas faire notre journée propre à côté de la journée de tout le monde avec un thème particulier, ça fait désordre. Donc, réaliser ou pas les objectifs de Bédine, nous ne pouvons que suivre, en fait. En même temps, ce sont des questions qui restent pérennes. On en est toujours là, hein. On n'a pas encore eu les solutions, sinon nous ne serions pas sur ce plateau-là. Ce sont des questions pérennes. Dans 20 ans, elles seront encore là, parce qu'il ne faut pas rêver. Hein. Dans les 20 années qui viennent, vu la cadence de changement que, de manière générale, en Afrique, comment dirais-je, les hommes, ce que les hommes concèdent aux femmes, ils ne sont pas très pressés hein, de nous voir avancer beaucoup politiquement, avancer beaucoup économiquement. J'ai envie de demander combien de femmes DG on a dans ce pays, combien de femmes, je ne sais pas. 3, c'est une vingtaine de sociétés. Pourtant, les femmes à l'école, je ne vous dis pas, on en a des flopées là qui sont surdiplômées. Mais La faute est tout qui? à l'heure. La photo-femme, moi je dis la d'accord. photo-femme, la photo-femme. La photo-femme, pas complètement la photo-femme, parce que bon, toujours au-dessus d'une femme, il y aura un homme. La photo-femme, parce que les femmes doivent créer une force pour rééquilibrer les choses. Parce que les hommes ne feront jamais ça pour les femmes. Les hommes ne nous céderont rien. Donc quand les hommes ne cèdent pas, eh ben, il faut prendre. Il faut prendre, commencer à le faire à la maison, même si c'est par des chemins détournés. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. Alors, la plateforme de Bédine, on en reparle, Marianne Ekane. De nombreuses femmes nous ont dit, vraiment, je ne sais même pas ce que c'est que cette affaire. Alors, un thème pour une journée qui est consacrée aux femmes qui n'est pas véritablement, je ne sais pas si le thème n'est pas expliqué ou pas du tout, mais j'ai l'envie de demander, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas véritablement? On ne comprend pas parce que le pouvoir ne communique pas. Après cette réunion à l'ONU, le pouvoir, le Cameroun, le pouvoir du moins, aurait dû communiquer. C'est parce que c'était quand même une grande réunion. Il y avait au moins 300 associations de femmes de la société civile. Donc ça fait des émues dans d'autres pays africains. Non, ici, on n'a pas communiqué. Pourquoi? Bon, moi, je n'ose pas trop, je ne connais pas leur arrière-pensée, mais je suppose quand même... Vous ne rentrez pas dans les détails? Non, je ne fais pas de procès en sorcellerie, mais je vous rappelle quand même que depuis 1995, que le Code civil, le nouveau Code civil a été écrit par une association de juristes de femmes, la CAFEJ. Depuis 1995, elle n'a pas encore été déposée à l'Assemblée. 1995. La seule chose que l'Assemblée a concédée aux femmes, c'est abolir l'autorisation que les femmes devaient avoir quand elles voulaient sortir du territoire. C'est la seule chose. Donc pour l'instant, il se murmure dans les couloirs de l'Assemblée que ce nouveau code civil est allé au ministère de la Justice, évidemment, pour que ce soit dilué dans des conglomérats. 95, je vous dis. Donc moi je dis, quand ma consoeur dit que les femmes ont l'habitude de prendre, il faut qu'elles prennent. Pas seulement les femmes, dans la vie on ne donne rien. Tout à fait. Aucun maître ne concède la liberté à son sujet. C'est le sujet qui se rebelle. Donc, ce n'est pas la force des choses, pas des mouvements, la mobilisation des femmes dans la rue. On ne va pas attendre le législateur ou les femmes qui nous représentent à l'Assemblée. C'est nous qui devions pousser la revendication dans la rue pour que ces femmes-là soient obligées de les faire. Ça revient à la question de ma très chère. Oui. Finalement, à quoi sert le 8 mars? Le 8 mars sert à diluer un peu la preuve. Le 27 février, le président de la République nous a concédé une femme commandant de gendarmerie. Bon, quelques jours avant, le 8 mars, pour lui, il dit, bon, on vous a donné ça, allez, maintenant, circulez, on va voir. Donc, c'est toujours un peu les pauvres, bon, elles vont se taire parce qu'on leur a donné une femme. Mais je vous signale quand même qu'il n'y a pas de femme ambassadrice.
au Cameroun encore en 2015. Alors, on va parler de ce sujet dans quelques instants. Le temps pour nous de regarder ce reportage. L'implication des femmes à la politique, c'est un sujet qui revient à chaque fois. Vous allez peut-être constater que les réflexions sont un tout petit peu différentes aujourd'hui. Reportage. Après les élections législatives et municipales de septembre 2013, le rendement médiatique l'a fait savoir. C'était une nouveauté. 56 femmes venaient d'être élues pour siéger au Parlement du Cameroun. Une victoire quantitative de 31,11% contre un peu moins de la moitié lors de la législature précédente. Sur le plan de la démocratie, on estime que la représentation, n'est-ce pas, de la population dans les instances dirigeantes doit normalement refléter quelque peu la représentation des différents groupes dans la société. Donc, si les femmes sont 30% à l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus encourageant que les 13% qu'on avait avant ce dernier mandat. Mais ces femmes du RDPC, du SDF, de l'UDC, de l'UPC et de l'UNDP doivent mieux faire pour faire pencher la balance sur leurs semblables. Est-ce que les femmes qui sont présentes arrivent à apporter un plus-value, arrivent à améliorer la qualité des décisions qui sont prises? Je dois avouer qu'on a peu de femmes présentes à l'Assemblée nationale au Cameroun qui sont des vraies porteuses de causes, qui défendent ne serait-ce que leur zone géographique, etc. Il y en a. La députée Patricia Ndamjoya me vient à l'esprit comme quelqu'un qui, on l'entend, on la voit et on la voit bien dans la défense des intérêts de l'ensemble de la communauté camerounaise. Mais elles ne sont pas nombreuses et nous n'avons pas vu une augmentation de cette plus-value, de cette qualité de prise de décision entre le moment où on avait 13% de femmes à l'Assemblée nationale et où c'est passé à 30%. Ce taux un peu plus élevé encourage les femmes à avoir une meilleure considération de la chose politique. J'aime la politique parce que ça fait partie des activités de mon pays. Et sinon, j'adore aussi un parti. Je suis du RDPC. Il y a beaucoup de formes de politique. Il y a la politique pour les gens qui créent les guerres dans le pays. Bon, il y a les politiques pour faire le développement. Tu vois, comme il y a beaucoup de souffrances dans le pays en général. Donc on aimerait un peu qu'il y ait un peu de changement dans notre pays. On ne souhaiterait pas avoir la guerre dans le pays. Comment parler donc de politique sans évoquer la situation de guerre qui prévaut dans la partie septentrionale du pays? La guerre, c'est quelque chose qui nous déstabilise. Donc, ça ne nous plaît pas. On veut que nos enfants grandissent dans la stabilité et non pas dans la peur. Bon, c'est ça alors. Bon, puisque moi j'ai les enfants, et mes enfants se trouvent actuellement au nord. J'ai deux enfants au nord. Bon, quand j'entends il y a les coups de feu à Kolofata, franchement, ça nous perturbe. On ne peut pas voyager pour aller voir les enfants de peur que peut-être ça peut nous attraper aussi en route. Bon, tout ce qu'on peut faire seulement, on prie Dieu pour que ça avance et que la paix règne. On compte 20 femmes au Sénat, 9 occupent des postes ministériels. Alors, ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, il y a 20 femmes au Sénat, on a 31,11% de femmes à l'Assemblée nationale, on a 9 femmes ministres, et voilà, il y a des nominations récentes aussi. Donc, oui, femmes commandantes. Oui, voilà, femmes commandantes, etc. Donc, peut-être assez exceptionnel, j'en sais rien. Maintenant, on en parle et on se dit, est-ce que avec cela, on pense que les femmes sont véritablement impliquées dans la sphère du pouvoir, à votre avis? Alors,
les femmes intellectuelles, je vais dire ça comme ça peut-être, mais est-ce que la masse, parce qu'il faut bien distinguer hein, dans la population, chacun a son rôle, mais est-ce que la masse des femmes qui portent le pagne, qui portent le cabas, s'implique réellement dans la politique du pays? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que ces femmes sont d'abord plus intéressées par leur survie au quotidien, leur survie de femme, de mère, d'épouse. C'est ce qui prime pour ces femmes-là au quotidien. Et puis la politique semble très loin, hein. Quand on n'a pas de travail, la politique semble très loin. Quand on est mère de 3 enfants et qu'on n'arrive pas à payer l'école de ses enfants, on n'a pas le temps de penser à la politique. On pense d'abord à ses enfants. Donc pour pouvoir recadrer tout ça, il faut rentrer dans l'environnement de ces femmes-là et bien mesurer ce qu'elles attendent. Quand elles auront réglé ça, elles penseront à la politique. Alors, lors des dernières élections législatives et municipales, on a quand même mis un accent sur l'aspect genre. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui, vu les résultats qu'on a obtenus? Oui, ce qui est certain, c'est qu'on a eu 30% de femmes à la... Vous vous en réjouissez? Oui, c'est une avancée, comme on dit, mais ce problème, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ces femmes-là. Nous, on ne veut pas de potiches qui vont... elles m'excusent, elles ne sont pas toutes. Hein. Nous, on ne veut pas de potiches qui vont applaudir simplement. Et quand ma consoeur parle d'intellectuel, je vous signale que personnellement, Madame Foni n'était pas une intellectuelle. Mais c'est quand même une femme politique qui s'est battue. On n'était pas du même bord. Mais je salue la combativité de cette femme. Pourquoi est-ce qu'elle a pu le faire et les autres femmes, elle n'était pas la fille d'eux, ni la sœur d'eux, ni l'épouse d'eux. Mais elle a réussi quand même à se battre. Moi, je pense qu'il faut une éducation des filles. Moi, quand j'étais un peu plus jeune à l'école, on avait une éducation, les cours d'éducation civique. Je ne sais pas si aujourd'hui encore, dans les écoles, il y a ce genre de cours pour apprendre aux filles que elles sont des personnes au même titre que les autres. Et leur dit qu'elles doivent s'impliquer. On ne peut pas du jour au lendemain dire, comme dirait ma conseillère, dire aux femmes qu'ils ne peuvent pas joindre les deux bouts qu'aller faire de la politique. La politique ne nourrit pas, bon sens. Hein, vous pensez qu'on peut être femme au foyer et faire de la politique sans oui. le moindre souci? Bon, là, si vraiment on va faire de la politique pour gagner des sous, bon, là, c'est autre chose. Mais si on fait de la politique... Ça existe? Non, je ne sais pas, parce que quand on dit qu'il faut avoir nourri ses enfants, je trouve que non. Mais la politique, c'est changer la vie dans la cité. Il y a des femmes qui sont des trésorières de tontines. Il y a des femmes qui s'occupent des enfants du quartier. Et c'est aussi ça, la politique. Ce n'est pas simplement être à l'Assemblée. Ça veut dire que la femme lambda a peut-être besoin, enfin, éducation, c'est peut-être infantilisé, non, mais éducation formation politique, éducation civique. Je ne dis pas éducation... vraiment. Mais qu'est-ce que ça changerait qui est cette éducation? Faire comprendre aux enfants, aux filles dès le bas âge, qu'elles doivent s'impliquer dans la vie de leur pays et que leur voix compte. On a quand même un droit de vote. On ne peut pas, si vous ne votez, votre voix ne compte pas, c'est les autres qui vont prendre des décisions pour vous. Expliquez aux filles que leur voix compte. Ce sont des Camerounaises. Elles font partie du Cameroun et que c'est une force. Et j'aimerais justement revenir à ce qu'elle disait, mais je m'avais posé à vous la question parce que lorsque vous dites qu'il faut les éduquer, enfin ces femmes qui ne comprennent pas encore les femmes, la masse populaire, pour le dire ainsi, mais on constate quand même que la plupart partent devant les bureaux de vote, elles votent normalement. Est-ce que vous avez comme l'impression qu'elles font sans savoir ce qu'elles font? Absolument, ce n'est même pas une impression, c'est une certitude. Et comment? C'est une certitude, mais il n'y a pas que les femmes hein, qui sont concernées. Le vote, beaucoup de gens exercent leur droit de vote sans savoir exactement ce qu'ils vont faire. Et comment vous expliquez la situation? Mais c'est le Cameroun, je veux dire que c'est l'information, c'est l'éducation. C'est l'éducation, ce n'est pas que l'affaire des femmes. C'est pour ça que quand je parle d'intellectuel, c'est pas dans un sens péjoratif, c'est dans le sens noble du terme, la personne qui a l'ouverture d'esprit pour apprendre. Parce que Madame Foni en était une, permettez-moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois. D'ailleurs, il fallait l'appeler maman, pas madame, paix à son âme. Voilà, c'est une femme que j'ai énormément admirée, parce que ça a été une battante. Ça a été une battante, mais une battante qui a appris
sur le tas. Parce que être intellectuel, c'est pas sur les bancs de l'école, hein, c'est l'école de la vie aussi. Donc les gens ont tendance à croire que les intellectuels, c'est les gros diplômes, les longs crayons, mais pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on trouve quand même aussi beaucoup de gens très... voilà. Alors, quand Voilà propose qu'on ait un agenda avec des objectifs clés, que les femmes créent peut-être une mutualisation d'idées, et qu'on ait un agenda avec des objectifs clés, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais revenir un peu à ce que disait madame. Quand je dis intellectuel, je veux dire, quand je dis que les femmes gèrent des associations. Madame Foni a commencé par à travailler, ensuite créer une petite structure. Donc, quand on va dans les marchés, dans les formels, c'est les femmes. Essentiellement. Donc, essentiellement. Alors, pourquoi Madame Foni a pu le faire et les autres Mais femmes... vous revenez dessus. Non, Là, on l'avait compris. Oui. Maintenant, je pose une autre question. Oui. Est-ce qu'il faudrait que les femmes s'entendent, se mettent ensemble, s'harmonisent pour avoir un agenda avec des objectifs? Oui, mais dire ça, c'est une bonne chose. Je veux dire, quel que soit le bord politique. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Dire ça, c'est une bonne chose. Mais il faut toujours partir à la base. L'éducation commence quand les enfants sont encore jeunes. Allez dire bon, que les femmes se réunissent bien hein, pour dire ouais, on va voter, ouais, on va aller, comment on va marcher. Non, il faut commencer quand les gens sont encore tout petits. C'est l'éducation à la base. Si vous allez vous dites, bon, les femmes, venons se réunir pour parler de mutualisation, bon, elles vont venir parce qu'on va penser que c'est la fête, on va boire. Non, honnêtement, je suis une femme, je le dis. À la fête. Non, oui, voilà. Donc, elles vont penser Pourquoi ça. on revient là-dessus? Ouais, parce que bon, on est comme ça. Moi, j'aime bien la fête. On me dit, bon, voilà, si je ne sais pas, voilà. Les petites filles, au départ, vont arriver pour écouter. Donc, il faut une éducation à la base. Vraiment, c'est à la base. C'est à la base. Et que, bon, celle qui nous représente soit pas de la quantité, mais de la qualité. Parce que je vous assure qu'il y a des Camerounaises qui veulent faire de la politique. Vraiment des Camerounaises dans les quartiers qui veulent faire Qu'est-ce qui la les politique. en empêche? Parce qu'on a l'impression qu'il faut être la fille d'eux, la femme d'eux, l'épouse d'eux, pour y arriver. Et les réseaux, tout le monde voit les réseaux, même pour les... Mais en même temps, j'ai envie de dire que chez les hommes, c'est pareil, hein, pour faire de la politique. Dans Oui, ce mais les pays. hommes ont commencé à le faire avant. Nous, on a eu l'autorisation de faire de la politique il n'y a pas longtemps. Donc les hommes naissent avec le fait qu'on est là, on est des forts. Nous, on nous l'a donné. Donc maintenant, il faudrait que les femmes se disent, bon, maintenant, il faut qu'on y aille. Il y a des Camerounaises, mais vous ne pouvez pas imaginer, bon, vous l'imaginez, compétentes. Tout repose sur les femmes. Ah oui. D'après ce qu'on comprend, oui. c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission. Alors, on va s'arrêter ici pour cette partie. Charlie vient pour donc le petit jeu interactif entre lui et donc nos invités. Notre contradicteur est là. Bonsoir Charlie. Bonsoir Clarence. Alors. Attends, tu me permets de dire oui, bonsoir oui, bien sûr, bien sûr. Madame Enoumedi et Madame Ekané. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, très bien. Bonne fête par avance. Merci. Je suis Non. content. Bon, attends. Journée internationale de la femme, Charlie. Première réflexion. La terminologie sur la fête ou la journée, je partage l'avis de Madame Ekané. Qui dit, ça n'a pas d'importance. Journée, fête, c'est le fond qui est important. La forme m'intéresse moins. Un moment d'arrêt pour l'importance des femmes, c'est important. Signifiant et signifié? Signifiant et signifié, tu le sais. Les deux, je les arrime. Non. Ben, moi, je les arrime. Fête internationale de la femme, journée internationale de la femme, c'est un moment d'arrêt pour marquer un temps extrêmement important pour les femmes qui sont la perpétuation de notre génération. Bonne fête les femmes. Non. Bonne journée. Bonne fête, merci. Merci. Merci bien. Je suis embarrassé. C'est bonne fête, bonne journée. Bon, Alors, bonne fête à droite, bonne journée à gauche. Merci Charlie. Donc là, on a 5 minutes, Charlie, pour l'élément de déconstruction. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je commence par le premier point. Je veux dire que la terminologie, selon, de mon point de vue, la journée ou la fête de la femme, importe peu. Il s'agit simplement de l'importance institutionnelle que l'on accorde à ce moment où
qu'on consacre à la femme. Journée internationale, fête de la femme. Chacun met ce qu'il veut. Mais j'estime que dans une journée, on peut mettre la fête. Donc journée et fête de la femme, c'est la même chose. Première chose. La deuxième, excusez-moi, j'ai entendu dire que 30% des femmes sont dans les organes de décision. Et je reviens sur mon point de vue. C'est que l'équité ou la parité est un sens, de mon point de vue, qui est farfelu. Parce que c'est la compétence qui est importante. Si je m'en tiens à ce que je vis au quotidien, autour de moi, c'est que les femmes qui sont compétentes, on leur donne de l'espace. Celles qui ne le sont pas, elles se battent par d'autres moyens pour atteindre leurs objectifs. Et quand elles ont atteint leurs objectifs et qu'on s'est servi d'elles, elles reviennent à leur case de départ, sur mon regard. Je voudrais dire à toutes les femmes qui sont sur ce plateau et à toutes les jeunes filles qui sont à la maison que seule la compétence paye. Les prorata politiciens, je ne dis pas politique, je dis politiciens, ne nous servent pas. Les filles, les femmes, travaillez, vous aurez le résultat. Donc je ne suis pas d'accord. Ah, le public est d'accord en plus. Oui, le public est d'accord parce que c'est la pertinence. La liberté, elle s'arrache, elle se mérite. Oui. Les femmes qui sont sur ce plateau savent. Peut-être elles parlent pour celles qui ne le sont pas ici. Parce que je connais particulièrement les deux qui sont sur ce plateau, ou les trois et d'autres. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. C'est valable pour les femmes, pour les hommes, pour les noirs, pour les arabes, pour les juifs et pour les autres. Dans les relations interindividuelles, on dit, on vous prend comme vous venez. Je vous fais une image. Au quartier, on nous dit, c'est la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Le tarot a dit, si vous tentez, vous allez me sentir. Les femmes, mettez-vous au travail. On ne va pas vous donner 30%. On vous en donnera un peu plus. Les femmes DG. Croyez-vous que pour être une femme valable, il faut être forcément DG de l'administration publique? Mais bon sang, arrêtez-nous ça. Madame Ekane est une femme valable et respectée dans la République. Mais être DG ne lui ferait pas de mal, hein, non plus. Être DG ne lui ferait pas du mal si ce n'est pas pour elle. Parce que si elle a la compétence, le problème qui se pose, c'est qu'elle serait DG pour elle et sa famille et non pour la République. Mais comme les hommes, oui, mais non, mais quand on est DG, est-ce que c'est pour soi? Je ne parle pas des hommes. Je ne parle pas des hommes. Le sexe n'a pas d'importance. J'ai commencé mon propos en disant il ne faut pas qu'on dissocie les possessions des pouvoirs publics par le sexe. S'il faut être DG parce qu'on est femme et pour sa famille et pour soi, ça ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un l'a dit? Les gens l'ont dit de façon voilée. Le gouvernement de la République, il peut être composé de 32 femmes. Moi, ça ne me poserait aucun problème, pourvu qu'on ait le résultat. S'il est composé de 3 hommes, de 30 hommes, qu'ils soient Bamileke, Douala ou je ne sais pas moi, c'est des Camerounais, qu'on ait le résultat, ça va. Merci Charlie. Alors, deuxième plateau, à présent avec, on a la chance de l'avoir sur ce plateau justement, notre délégué régional du ministère de la promotion de la femme et de la famille. Comment saurait-on parler du 8 mars sans l'avoir sur le plateau? Madame Isabelle Lafortune Makota, bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, peut-être ma très chère a quelque chose à dire. J'aimerais dire déjà, l'année dernière, madame, voilà, on parlait des OMD, des objectifs du millénaire pour le développement. Cette année, la plateforme de Bédine, est-ce que ça peut signifier des avancées dans ce sens? Bon, disons que le thème de cette année déjà a une motivation très profonde. Déjà parce que nous nous trouvons à la 20e année après Bédine et également à l'année qui a été fixée pour l'atteinte des objectifs du millénaire. Alors le Cameroun a choisi dans cette thématique pour permettre à tous et à toutes de pouvoir évaluer ce qui a été fait par rapport aux 12 domaines critiques qui avaient été identifiés à Bédine et également aussi jeter un coup d'œil sur ces OMD qui, malgré tous les efforts consentis par les pouvoirs publics, par la société civile, il y a toujours des efforts à fournir
au niveau de tous les OND, parce que si vous prenez déjà la lutte contre la pauvreté et la faim, vous constaterez que les femmes sont toujours les premières victimes lorsqu'on parle de pauvreté, parce que ce sont elles au quotidien, non seulement qui s'activent pour nourrir les autres, mais qui également, lorsqu'il y a des intempéries, comme par exemple les changements climatiques, sont aussi les plus atteintes, parce que ce sont elles... D'ailleurs, la mer est qualifiée. En d'autres termes, on ne les aura pas atteints en 2015. Non, on ne pourra pas les atteindre en 2015. Voilà pourquoi il y a eu une prolongation encore jusqu'en 2020. Donc la plateforme de Beijing est une sorte de prolongation des 8 objectifs des OMD, plus les 4, je sais pas moi, les 4 supplémentaires qui font les 12 de la plateforme. Je ne pense pas, il ne faut pas voir cela dans ce sens, parce que depuis que les 12 points ont été identifiés, il avait été convenu que des évaluations se feraient tous les 5 ans. Et depuis 1995, 3 évaluations ont eu lieu et nous en sommes à la 4e cette année. Qui date de quelle année, s'il vous plaît? La dernière évaluation date de quelle année? 2009. 2009. Oui, parce que la première a eu lieu en 1999, la deuxième en 2004. La 3e en 2009 et nous en sommes à la 4e. Mais pourquoi est-ce qu'on en est encore en 2009 alors que nous sommes en 2015? 2015. Je pensais qu'on aurait des chiffres. Ça veut dire que quelque part on parlait des chiffres, enfin des situations un peu biaisées parce qu'on n'a pas les chiffres réels de la situation des femmes aujourd'hui. Voyez-vous, en 1995, lorsque vous regardez les 12 points critiques, les 12 points qui avaient été identifiés, comme sur lesquels il faut encore mettre un accent pour pouvoir promouvoir la femme ou alors permettre qu'il y ait une réelle participation des 2 composants de la société, il y avait une disparité, un grand écart entre les hommes et les femmes dans tous ces domaines-là. Et les études l'ont prouvé, les statistiques l'ont prouvé. Si je prends seulement un seul domaine où on a parlé de la mise en place des mécanismes des institutions pour la promotion de la femme dans certains pays, il n'y avait pas de ministère en charge des questions des femmes. Et vous avez vu que depuis 1995, il y a eu beaucoup de ministères créés, des noms même qui ont changé, des améliorations qui ont été faites par rapport aux réalités qui se posent, aux questions cruciales qui se posent. Alors parlons du Cameroun et peut-être de la région du littoral en particulier. Au Cameroun, qu'est-ce qui a changé positivement? Qu'est-ce qui a changé positivement? C'est vrai, nous allons à pas de tortue, mais il y a quand même des améliorations qui sont faites. Par exemple, nous n'avions pas, si l'on parle depuis 1995, nous sommes passés, par exemple, de 0 ministre à 6 aujourd'hui. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes quand même à 31% de députés. Bon, le Sénat, ça c'est tout récent. Au niveau des maires, des mairies, il y a encore bien sûr un effort à faire parce que sur 360 maires au Cameroun, nous en avons à peine 30. Sur les conseillers municipaux, alors nous avons plus de 10 000 conseillers municipaux au Cameroun, mais nous avons moins de 1500 femmes conseillers municipaux. Mais à tous les niveaux, il y a eu des efforts. Si nous prenons le domaine de l'éducation de la jeune fille, nous savons quel sort était réservé à la scolarisation de la petite fille où le choix était parfois, lorsqu'il fallait faire un choix, celui du garçon. Le garçon était privilégié au détriment de la fille parce que dans notre société, la petite fille était vouée à aller au mariage. Vous verrez que les statistiques ont largement évolué dans le cadre de la scolarisation de la petite fille. Les statistiques sont à peu près équitables actuellement pour ce qui est de la scolarisation du petit garçon et de la petite fille. Dans les filières scientifiques et techniques, par exemple, il n'y avait pas de filles. Les filières comme si vous alliez à Polytechnique, par exemple, on ne trouvait pas de filles. Et il y a eu dans cette politique d'encouragement des filles à travers l'octroi des bourses pour que ces dernières soient orientées vers les filières scientifiques et même l'encouragement, l'éducation des parents à orienter leurs enfants vers les filières scientifiques et techniques. Mais voilà, donc les avancées, on en a énuméré un bon nombre. Marianne Ekane, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je voudrais demander à Madame la déléguée, est-ce dû à votre action que les filles sont maintenant scolarisées au même titre que les garçons?
C'est dû à votre action. Quelle action vous avez menée pour que maintenant les parents puissent scolariser les enfants, les filles, autant que les garçons? Quand on sait que l'école continue n'est pas gratuite, quand on sait qu'il faut payer l'APE, quand on sait que les écoles sont dans un état de délabrement, moi je pense que c'est plutôt les parents eux-mêmes qui ont pris conscience que la fille peut aussi faire des études. Mais je demande, qu'est-ce que vous avez fait pour que ça arrive? Vous prenez ça à votre compte. Mais est-ce que c'est vous qui avez amené les parents à mettre plus de filles à l'école? En faisant quoi? Les actions de terrain? Oui, les actions de terrain, parce que je suis au ministère depuis 15 ans et je peux vous dire que pendant 10 ans, nous avons fait le tour de la partie septentrionale, moi-même sur le terrain, dans des projets où nous allions dans des chefferies traditionnelles, parce que en région du Nord, lorsque vous entrez, vous arrivez, il faut une porte d'entrée qui est celle de la chefferie. Et nous avons fait des sensibilisations dans les chefferies, parce qu'il fallait convoquer tous les parents, et ce sont les chefs, même l'amido et les leaders, qui convoquaient les parents, et des séances d'éducation, de conscientisation des parents étaient faites. À l'époque, nous utilisions beaucoup les images parce que tout le monde ne pouvait pas toujours comprendre la langue française, il y avait des interprètes, et les témoignages qui en sortaient étaient vraiment extraordinaires, parce qu'à la fin, les parents juraient d'envoyer les enfants à l'école à partir des exemples que nous leur démontrions, des petits exemples très palpables, très simples, d'une petite fille qui allait à l'école et d'une autre qui n'est pas allée à l'école, qui a été retirée de l'école très tôt pour aller en mariage. Et je pense que grâce à ces sensibilisations, avec l'appui, parce que le ministère seul ne peut pas tout faire, avec l'appui de la société civile, avec l'appui des organismes internationaux, nous avons pu faire un travail remarquable. Donc il y a des actions sur le terrain, c'est ce qu'on peut retenir. Est-ce que c'est à mettre à l'actif du ministère de la promotion de la femme et de la famille ou pas? Je ne sais pas, Madame la déléguée, là, elle va nous répondre. Mais vous aviez une question. Oui, bon, je peux concéder à Madame la déléguée qu'il y a eu une sensibilisation pour les populations qui ne voyaient pas l'importance d'envoyer des filles à l'école. D'accord. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour ceux qui avaient envie d'envoyer les filles à l'école, mais n'avaient pas assez de moyens pour pouvoir envoyer et le garçon et la fille? Moi, je pense que concrètement, vous aurez dû faire, moi, je pense, une discrimination positive en disant, par exemple, que les petites filles auront l'école gratuite ou une bourse. C'est ça Alors, est-ce que vous pratiquez de la discrimination positive? Il y a eu des exemples de discrimination positive. Par exemple, pour des parents qui avaient compris l'importance d'envoyer les enfants à l'école, mais qui n'avaient pas les moyens, soit parce que l'école était très éloignée du domicile, ou alors parce que les revenus n'étaient pas assez élevés. Alors, en quoi consistait cette discrimination positive? C'était, par exemple, de donner des rations alimentaires aux petites filles, aux filles, lorsqu'elles arrivaient à l'école, parce que c'est des enfants qui n'avaient pas à manger, les parents n'avaient pas de quoi nourrir ces enfants-là. Alors il fallait attirer les enfants, amener les parents à envoyer ces enfants à l'école et leur donner une ration alimentaire qui permettait de les maintenir à l'école le plus longtemps possible afin qu'elles puissent également émerger. Très cher. Voilà, moi j'aimerais revenir sur ces objectifs-là. Maintenant, on parlait de l'éducation dans le septentrion notamment qui manifestement a évolué. Maintenant, quel est l'objectif selon Madame la déléguée sur lequel le Cameroun a tendance à stagner en ce moment? Et pourquoi? Je pense qu'il y a encore des efforts à faire au niveau de la prise de décision. Parce que je vous ai donné les statistiques tout à l'heure. Les femmes, c'est vrai, de plus en plus on encourage les femmes à faire de la politique, on encourage les femmes à émerger dans les structures administratives et publiques. Et jusqu'à présent, lorsque vous faites le tour, que ce soit dans l'administration, que ce soit public, que ce soit dans l'administration publique, vous constaterez que les postes des femmes, les femmes se retrouvent le plus souvent regroupées à un certain type de poste, soit secrétaire, soit chef de bureau, soit chef de service. Lorsque vous montez la pyramide, vous constaterez qu'il y a de moins en moins de femmes. Mais je pense que c'est un problème qui est dû à une certaine historicité, parce que
Nous le savons, je l'ai dit. Sans vous couper, ce ne serait pas un problème de compétence, comme le disait encore... Je ne pense pas. Ce ne serait pas un problème de compétence. C'est tout un problème sociologique, anthropologique. Parce que notre histoire, nous sommes dans une société patriarcale qui voulait que le garçon soit émerge au détriment de la fille, parce que le rôle qui était réservé à la femme, c'était celui du ménage, de l'épouse, faire les enfants et s'occuper de sa maisonnée. Et c'est tout cela qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, on retrouve très peu de femmes. Mais je pense que les efforts sont en train d'être fournis. On va revenir là-dessus en quelques secondes seulement. Le call center qui est mis sur pied, est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez aujourd'hui? Et vous pourriez expliquer également en quelques mots quelles sont les actions qui sont menées? Je pense que le call center, depuis qu'il a été créé, apporte beaucoup de satisfaction. Parce que depuis que le call center est créé, il y a beaucoup d'appels, de curieux même pour déjà essayer de s'assurer même que le call center marche, mais également des visiteurs, des personnes victimes de violences. Et nous avons des statistiques déjà le premier mois de la création du call center. Nous avons eu des cas de violence très graves. Il y a des photos, si vous arrivez au call center, vous aurez des statistiques et des photos. Voilà. Et je pense également qu'il y a eu beaucoup de satisfaction parce que généralement, dans nos bureaux, lorsque nous convoquons une catégorie de personnes, surtout les partenaires hommes, ils ne viennent pas. Mais au niveau du call center, ils se sont présentés et il y a eu beaucoup de médiations qui ont été faites et des réconciliations de couple. Juste pour terminer, moi je pense que le call center au Cameroun a tendance à faire du copier-coller. Le problème des femmes qui restent dans les ménages où elles sont battues, c'est déjà que la précarité. La précarité, il faudrait que les banques ne demandent plus à ce qu'une femme soit mariée ou qu'il y ait un homme au-dessus pour lui accorder un crédit. Quand les femmes sont autonomes, je ne dis pas que dans les pays développés, il n'y a pas de violence, mais ces violences sont marginales. Ici, il y a des femmes qui restent dans la violence parce que si elles sortent de cet engrenage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc, donner l'autonomie financière aux femmes et elles pourront dire non, je ne me laisserai plus battre. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que notre combat quotidien, justement, c'est de permettre l'autonomisation des femmes parce qu'une femme qui est autonome peut se prendre en charge, peut aller à l'école, peut se soigner lorsqu'elle est malade. Et vous verrez que beaucoup de femmes gardent le silence lorsqu'elles sont battues parce qu'elles sont financièrement dépendantes de leur partenaire. Elles refusent de parler, elles préfèrent même parfois mourir, aller jusqu'à mort parce qu'elles sont financièrement dépendantes. Et nous avons beaucoup de projets, de programmes pour permettre que les femmes soient financièrement autonomes. Parce que je pense que c'est là le principal. À ce propos, on va dire call center pour prendre en charge les femmes battues et autres. Maintenant, quel est le prochain projet dont les femmes vont être bénéficiaires selon vous? On n'attendra pas le prochain 8 mars. Enfin. Non, mais pas du tout. Le call center, on n'a pas attendu le 8 mars pour mettre en place le call center. Et je pense que si vous suivez ce que nous faisons, nous n'attendons pas toujours le 8 mars. Il y a beaucoup de programmes en chantier, beaucoup plus. C'est une promesse. Oui, beaucoup plus dans le cadre de l'autonomisation de la femme, parce que vraiment, c'est là où il faudrait, c'est la clé. C'est la clé. Voilà, donc, mesdames, je vais vous remercier d'être venues sur ce plateau. Et nous allons poursuivre avec autre chose. Maintenant, nous allons parler d'autonomisation, la petite économie, et donc le secteur informel, bien entendu, avec d'autres invités sur ce plateau. À tout de suite. Ce que l'on retient, c'est que les femmes exercent beaucoup plus dans le secteur informel. Une étude de Mamadou Baba Dodo commise en 2012 visant à évaluer l'impact du secteur informel dans l'économie camerounaise nous l'apprend. Et il en ressort que la contribution de ce secteur via les femmes contribue à la création de l'emploi à hauteur de 90%.
Ça, peut-être qu'on ne le savait pas. Alors, pour cette deuxième partie, on reçoit une fois de plus Henriette Enoumedi. Et on a une dame qui a engrangé tellement de prix qu'on ne pourrait, on ne saurait s'arrêter à commencer à dire quoi que ce soit. Madame Odette Tedga, bonjour. Bonjour. Et vous êtes PDG de Miss Union Africaine. Qu'est-ce que c'est? Miss Union Africaine, c'est une élection de Miss qui permet aux jeunes filles de la diaspora qui sont nées à l'international d'entre 18 et 25 ans, qui ont le droit de concourir, ou les jeunes filles qui ont de 7 à 10 ans qui sont venues jeunes en Europe, qui ont le droit de concourir. Aujourd'hui, on a aussi la Caraïbe, qui se sont ralliés à l'Union africaine, qui se sont mis, qui sont ensemble. Oui. Et donc, hormis cette casquette, vous êtes également dans le domaine politique, oui, visiblement. je suis dans le domaine politique. J'ai été candidate en 2007 dans la 3e à la députation. J'ai été membre de la commission de supervision aussi. Et non seulement ça, je suis chef d'entreprise. J'ai envie de savoir, qu'est-ce qui n'a pas marché en 2007? En 2007, en fait, pour moi, ça a marché parce que pour une fois, pour que une personne de la diaspora arrive, moi, j'ai laissé 3 conseillers municipaux. Pour la première fois, étant donné que ceux qui étaient ici sur place n'avaient même aucun. Au parti politique que je me trouvais. Ah, vous êtes du genre, celle qui arrache le pouvoir. Oui, parce que le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. On le disait encore tantôt. On parle donc du domaine économique, Henriette Enoumedi. Et donc, on nous dit que ces femmes qui pratiquent, qui s'investissent dans la petite économie, entre guillemets, sont pourvoyeuses de 90% d'emplois. Ça, on le sait. Mais ce qu'on fait comme remarque, c'est qu'elles ne sont pas encadrées. Le secteur informel au Cameroun est laissé à sa libre gestion. C'est chacun qui fait ce qu'il peut, où il peut, en quelque sorte, ce qui fait désordre. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Cameroun est un pays, est un état de droit, n'est-ce pas? Et les communautés urbaines, parce que ce problème se pose dans toutes les grandes villes, les grandes villes de Cameroun, et c'est pas seulement à Douala. Les communautés urbaines dans les grandes métropoles donc, de notre pays ont la gestion de l'espace urbain. Parce que, en fait, ça va être ça le nœud du problème. Toutes ces femmes qui sont dans le secteur informel exercent sur la voie publique. Donc, chaque fois, à répétition, on a des déguerpissements, ce qui est légal. C'est-à-dire que souvent, les gens se disent « Mais pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas ces femmes-là qui se débrouillent, qui se battent ?» Non, il faut comprendre que les choses doivent être organisées, les choses doivent être encadrées. Et de ce point de vue-là, on n'a pas d'encadrement. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour que ce soit mieux organisé? D'abord, il faut dire que ces femmes-là sont nombreuses. 90%, c'est beaucoup. C'est-à-dire que les trottoirs même des villes ne suffiraient pas. Bien, maintenant, il faut réfléchir à peut-être des marchés périodiques, comme on voit de l'autre côté, des espaces qui, des jours précis dans la semaine, seront alloués à ces femmes-là pour qu'elles puissent exercer ce commerce. À ce moment-là, il y a un encadrement au niveau de la communauté urbaine et on sait que, voilà, c'est encadré, l'hygiène, la sécurité, voilà. Mais tant qu'on ne va pas réfléchir positivement de quelle manière recaser, entre guillemets, ces femmes qui ont des guerres. Parce qu'on vous enlève là, on la retrouve à 10 mètres, parce que cette femme-là doit vivre. Cette femme-là a une famille derrière, a des enfants. Ce petit commerce paye beaucoup de choses. Et souvent même, aujourd'hui, dans les familles, c'est ce petit commerce qui nourrit toute la famille. Alors, en tant que ex-candidate, toujours est-il que vous exercez dans la politique, est-ce que vous adhéreriez à cette proposition? Oui, effectivement, ce qu'elle dit est très pertinente. On voit que les femmes, en fait, les gens s'installent n'importe où et n'importe comment. Si on essayait d'encadrer, de les encadrer, de trouver des places à chacune de ces femmes, de ces personnes, donc il n'y aura pas de problème. Moi, je pense par exemple en Dokoti, d'où je sors, j'avais vu au carrefour de Kokoti qu'on a mis des barrières déjà, depuis que je suis arrivée, il y a des barrières qui sont là. Je pense que ça commence. Il faudra donner la possibilité aux autorités de faire le travail un peu plus, malgré que même quand on les chasse, ils reviennent toujours. Mais il faut que le délégué soit un peu sévère, comme le délégué de Yaoundé. Quelle serait l'alternative pour vous? Est-ce qu'il faut juste les déguerpir? Qu'est-ce qu'il faut faire derrière ce déguerpissement? Je pense qu'il faut construire des centres, les marchés,
où les femmes, là, on peut les installer moyennant la pension, c'est qu'elles peuvent payer par mois. Il faut trouver des endroits où on peut les mettre. Parce qu'on ne peut pas les chasser obligatoirement. Pourquoi? Parce que c'est là où elles font vivre les enfants, c'est là où elles envoient les enfants à l'école. Donc c'est très difficile d'enlever une femme qui n'a pas... Moi j'entends toujours les termes en France que c'est le bayam, c'est l'âme. On ne peut pas parce qu'elles vivent de ça. Mais il faut que ça soit vraiment encadré et tout, tout va se passer bien. Vous savez, l'homme noir africain, quand il n'y a pas l'ordre, il fait n'importe quoi. Mais quand on met l'ordre, ils essaient de... Est-ce que ce n'est pas le cas partout? Ça, c'est un stéréotype. Et le véritable problème aussi, il n'y a pas que du côté commerçant, sans vouloir les défendre, parce qu'on se souvient je ne sais pas, ça fait quelques années ou l'année dernière, lorsqu'on cassait du côté de Mopolo, il a fallu les recaser. Finalement, ces personnes qui étaient censées, enfin c'est ce que disaient les commerçants, qui étaient censés avoir des espaces, n'arrivaient plus à en avoir et se retrouvaient dans la rue. Alors, comment donc pouvoir gérer cela? Est-ce que, enfin, sans vouloir apprécier ou les encourager à vouloir s'installer, est-ce que ce n'est pas un peu voilà, la communauté humaine finalement qui crée le problème? Il faut qu'on trouve un endroit pour construire des marchés, en fait, là où ces gens-là peuvent se positionner. Parce que quand ils sont 100 et qu'on installe seulement 30, c'est pas bon. Parce que les autres, comment ils vont faire pour vivre? Parce qu'en même temps, il y a un problème de place aussi. Les villes ne sont pas les centres-villes, parce que le problème se pose aussi, parce que tout le monde veut s'installer en centre-ville. Mais il n'y a plus de place en centre-ville. Moi, je pense qu'il y a eu cette réflexion. Moi, je me suis un peu rapprochée de la communauté, où on voulait créer des marchés excentrés. Mais les gens ne veulent pas aller là-bas. Pourtant, c'est des nouvelles villes. Moi, je vois un peu du côté de Makepe, il y a ça. C'est des villes qui sont en train, des nouveaux quartiers qui se créent, mais tout le monde veut vendre au centre-ville. Donc, il n'y a plus de place au centre-ville. Ça, c'est une réalité. La communauté urbaine, aussi sévère soit-elle, ne peut pas pousser, entre guillemets, les murs de la ville. C'est saturé. Le centre-ville est saturé. C'est peut-être celui de la mobilité urbaine. De la mobilité. C'est-à-dire que si le marché, effectivement, est excentré, comment est-ce qu'on fait pour ramener des clients à cet endroit? Je voulais proposer quelque chose. Voilà. Oui. Voilà, moi, ce que je propose, c'est-à-dire comme le marché, d'où je viens, dans Paris, on a construit les centres commerciaux, mais dans la semaine, il y a les endroits, dans les semaines, il y a des marchés, les gens qui viennent vendre. Par exemple, le mardi, le mercredi, mais différents endroits. On peut dire que le jeudi, vendredi, c'est en deux côtés. Tu vois, lundi, mardi, c'est à quoi? On retrouve les centres comme ça. Le marché tournant. Pour essayer de répondre à la demande de tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça que ça peut marcher. Ça peut marcher. On les trouve des petites cases, maisons où elles stockent leurs marchandises. Mais dans la semaine, ils sont en train de tourner de marché en marché. D'accord. Pour moi, c'est bon. Je pense qu'on va recevoir Charlie, qui va venir peut-être pas déconstruire et apporter peut-être quelques éléments que nous n'avons pas forcément notés sur ce plateau. Charlie nous a rejoint. Charlie, qu'est-ce qu'on a pu noter cette fois-ci? J'ai pu noter pour une fois, avec beaucoup de pertinence, la contribution de nos deux panélistes. Ah, d'accord. Madame Tedga et Madame Ekane. Mais je voudrais rappeler une chose. Et nous me dit autant pour moi, merci. Ekane est parti. Vous savez, c'est deux fortes têtes. Alors, j'ai pu noter avec beaucoup d'intérêt un certain nombre de choses. Mais je voudrais rappeler que dans une ville, on ne se débrouille pas. On ne se débrouille pas en ville. La ville est un espace urbain, organisé, compartimenté, discipliné et orienté. À Douala, ce n'est pas le cas. On trouve du commerce partout. Je voudrais excuser les petits commerces des Baye Amselam qui font, comment on appelle ça? La braise. Mais je voudrais vous rappeler, suivez mon regard, boulevard de la République, vous allez trouver des Camerounais qui ont des millions, qui vont à la place asiatique importer des motos à des centaines de millions. Quand ils reviennent ici, ils les installent sur le trottoir. Est-ce qu'il faut qu'on se dise que cela débrouille? Je dis non. Il faut les bousculer. Je voudrais vous rappeler... Est-ce que ce sont des femmes? Il ne s'agit pas de femmes. On est sur la place publique. Okay. Ça peut être des femmes. Il y a des femmes d'affaires qui font ce genre d'activité. C'est vrai. Il y a des femmes d'affaires qui font ce genre d'activité. Je fais le constat.
D'accord. Je ne vais pas savoir qui est derrière, mais je sais que dans l'activité commerciale, il y a et des hommes et des femmes. Donc ça peut être des femmes. Que ce soit des hommes ou des femmes, on est dans l'espace urbain. Le deuxième aspect, c'est qu'on parle des marchés. Mais les marchés, on les construit. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Il y a la démission de l'État. Ça en parle d'autorité. L'État caresse ceux qui occupent l'espace public. Parce qu'on les bouscule 1, 2, 3 jours. Après, on les laisse. Il n'y a pas de suivi. Autre chose. Quand dans un espace, une personne s'installe, au lieu de la bousculer aussitôt, on la laisse s'installer. Une deuxième s'installe. Une troisième. Quand il y en a 10, au moment de les bousculer, ça crée un problème de société. Donc, il faut que l'État soit regardant. Il faut qu'il y ait une veille permanente. Et les femmes... J'ai envie de demander, est-ce que l'État a les moyens de veiller? Le discours sur les moyens est un discours fainéant. Le discours sur les moyens est un discours fainéant parce que lorsque quelqu'un occupe le boulevard de la République, qui est mon cadre expérimental, la communauté urbaine de Douala a les moyens parce qu'il y a des équipes qui sillonnent en permanence. Ces équipes, parfois, sont complices. Je suis désolé de le dire. Elles sont complices parce qu'il y a le cœur de la ville et l'arrière-partie de la ville. Charlie, on termine? Oui. Pour terminer, je voudrais dire que les seules personnes qui peuvent demander à être recasées, c'est celles qui sont autour des marchés. Vous ne pouvez pas venir du jour au lendemain, vous installer sur un trottoir et lorsqu'on vient vous bousculer, demander à être recasé. Merci Charlie. Alors on va terminer, troisième partie de cette émission avec un sujet santé, mortalité maternelle et infantile, mais également VIH-Sida dans un instant. « 669%, 1000 naissances. Voilà le taux de mortalité maternelle au Cameroun selon les chiffres du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille datant de 2012. Pour les médecins, les causes sont variées. Les causes peuvent être lointaines comme elles peuvent être des causes proches, c'est-à-dire tout de suite à l'accouchement. Les causes lointaines peuvent être liées au suivi de la grossesse, parce que vous avez des mamans qui pendant toute la grossesse n'ont eu aucune visite, n'ont vu aucun, un encadreur, des gens qui prennent en charge le suivi de la grossesse, c'est-à-dire les sages-femmes, un gynécologue, ils n'ont vraiment pas eu ce suivi. Et quand vous avez donc une grossesse qui est mal suivie, on peut avoir un enfant qui naît à l'accouchement avec des problèmes parce que si en amont, on avait essayé de faire un effort pour voir si la grossesse n'est pas pathologique, l'enfant naîtrait pas peut-être mort. Maintenant, à l'accouchement, parfois ces enfants, ces femmes viennent accoucher dans des centres où il n'y a pas de personnes qualifiées, c'est-à-dire qualifiées à cet effet. Donc s'il n'y a pas de personnes qualifiées, on peut avoir la chance aussi que l'enfant décède ou la mère décède. Il y a aussi des enfants qui décèdent à la naissance dû au fait que, par exemple, le tableau technique où l'enfant est né, quand j'ai parlé de tableau tout à l'heure des gens qui sont appropriés, il peut y avoir des gens appropriés, mais où le tableau technique n'est pas bien pour accueillir cet enfant. Consultation prénatale, c'est souvent le mot-clé pour indiquer que les femmes enceintes ne respectent pas les consignes qui leur sont données. Dans les autres pays, les femmes enceintes déjà adhèrent facilement à ce qu'on leur dit lors des consultations prénatales. Parce que le but des consultations prénatales, d'abord, c'est quoi? C'est détecter les facteurs de risque qui peuvent exister lors de l'accouchement et faire un plan d'action de l'accouchement, prendre ces facteurs de risque en charge et tenir compte de ces facteurs de risque pour établir le plan de surveillance de la femme pendant la visite prénatale. Et pourtant, cette femme parle de négligence. Quand j'étais enceinte de mon deuxième bébé, j'ai commencé à suivre les soins dans un cabinet chez un médecin, je ne prononce pas le nom d'hôpital, de la place, qui est quitté de cet hôpital public, allait ouvrir sa part de cabinet. Alors là, il était mon gynécologue. Il m'a suivi pendant 9 mois. Mais avant les 9 mois, je n'avais jamais connu
le fait qu'il fallait mettre la femme sous régime. Donc il ne m'avait jamais déjà mis sous régime. Et là, je prenais tellement le poids, l'enfant grandissait au fur et à mesure. Lors maintenant de l'accouchement, à la dernière minute, au 8e mois de la grossesse, je me rends compte que je ne parviens plus à marcher. Ayant suivi tous les mois ma visite prénatale, je me rends compte que je ne parviens plus à marcher. L'enfant me bloquait. C'était à moi de réfléchir qu'il fallait que je me mette sous régime. Alors là, maintenant, j'ai eu à diminuer mon repas, ma dose de repas et tout ce qu'il fallait consommer comme nourriture, comme repas. Alors maintenant, lors de l'accouchement, il fallait qu'il m'envoie, il n'accouchait pas déjà dans sa clinique, qu'il m'envoie dans l'hôpital où il était supervisé être chef. Alors j'arrive là-bas, ce jour il n'y a pas de service, l'accouchement commence. Je suis arrivée là, dans les douleurs et contractions, j'avais tellement mal que j'ai eu de ces injections pour pouvoir faciliter l'accouchement. Ce n'était pas déjà facile. C'est grâce à la chance qu'elle et son fils, aujourd'hui paralysés, ne sont pas morts, dit-elle, durant son accouchement. Quand l'enfant s'est présenté, il ne venait pas par la voie normale, c'est-à-dire la tête. Il envoyait plutôt l'épaule. Alors, quand il a envoyé l'épaule, vu la manière dont j'avais déjà tellement souffert à table, il fallait tirer l'épaule. Il fallait tirer l'épaule. C'est comme ça alors qu'il a eu élongation. Donc, on a eu à froisser tous les nerfs de la main. Oui. Il est sorti déjà paralysé avec la main, puisqu'il était tellement gros, il pesait 4,580 kg. Là, j'ai failli vraiment mourir. Après ça, maintenant, quand l'enfant est né, il fallait qu'on l'envoie dans un autre hôpital, faire le contrôle de tout, de sa santé, pour voir s'il était vraiment, puisque l'accouchement était difficile. Après ça, on est revenu me remettre l'enfant à l'hôpital, en salle de maternité. Bon, là-bas, ces docteurs qui m'ont fait accoucher ont quand même fait des efforts. Mais je me dis, s'ils étaient passés par la voie d'opération, peut-être mon enfant n'aurait pas eu les mains paralysées. Aujourd'hui, les stratégies de lutte contre la mortalité maternelle et infantile préconisent, entre autres, la planification familiale, la supervision des agents qualifiés, la mise à disposition de soins obstétricaux d'urgence. Mortalité maternelle et infantile, mais également VIH-Sida, on en parle à présent parce que effectivement ça fait partie, la santé fait partie des objectifs de la plateforme de Beijing. Docteur Bouaké sur ce plateau, bonjour. Bonjour. On a la chance de vous avoir. Merci. C'est un plaisir d'être parmi vous. Oui, et donc Marguerite Matesso. Matessa. Comment allez-vous? Non, je vais très bien. C'est un plaisir d'être là également. Alors, on parle des chiffres. Pour commencer, les chiffres de la mortalité maternelle au Cameroun, d'après les experts, donnent froid dans le dos. On nous dit que nous sommes un peu dévanciers. Donc, la question, c'est que se passe-t-il au Cameroun? En ce qui concerne on nous dit que c'est 669 cas de mortalité sur 100 000 naissances. Oui, merci beaucoup d'amener un sujet si important. C'est ce sujet, vous savez, la maman, c'est la maman qui donne la vie. Et c'est très dommage pour voir qu'une femme perd sa vie en donnant la vie. C'est un événement très triste. Et donc, il y a de cela quelques années, quand on avait constaté que ces chiffres étaient effectivement ce que vous venez de donner, ça fait de cela plus de 10 ans. Et que dès lors, les études ont été faites et on a constaté qu'il y avait 4 groupes de problèmes. Le problème d'infrastructure, le problème de personnel qui était insuffisant en quantité et en qualité, le problème de pauvreté, comme Madame la déléguée a dit tout à l'heure, quand on parle de la pauvreté, c'est la femme qui est en premier. Le problème d'ignorance de la part des femmes.
Donc quand vous dites que ça date de quelques années, est-ce que c'est pour signifier qu'aujourd'hui la situation a changé? Oui, effectivement, la situation a changé. Pourquoi? Parce que quand on a constaté ça, l'État effectivement a commencé à résoudre le problème d'infrastructure. De nos jours, vous pouvez constater qu'il y a l'hôpital gynéco, des hôpitaux gynéco, un à Yaoundé, un ici à Douala qui va commencer d'ici quelques mois. Et ça, c'est en ce qui concerne l'infrastructure. En ce qui concerne le personnel, il y a un personnel que l'État est en train de former en quantité et en qualité. Vous pouvez constater que depuis 4-5 ans, il y a un concours national maintenant commun qui est fait pour recruter les jeunes Camerounais pour la formation médicale, pour qu'ils soient médecins bien qualifiés. Non seulement qu'ils sont bien formés, ils sont en grand nombre, 800 médecins par an. Vous voyez, pour augmenter le plateau technique. Et de trois, vous voyez, sur le plan de la pauvreté, il y en a ce qu'on appelle les kits. Vous parler du futur. Non, attends, excusez-moi, j'amène pour vous dire pourquoi ces chiffres ne doivent plus être là. Et donc maintenant, pour la pauvreté, vous voyez, il y a les kits d'accouchement. Ouais, dans nos formations sanitaires aujourd'hui, vous voyez, les césariennes se font maintenant à 40 000. Vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé avant, une femme qui vient maintenant, qui n'a pas assez d'argent, parce que le problème de pauvreté est là, elle va accoucher à 6 000 francs. Il y a tout à 6 000 francs. Et non seulement ça, les femmes enceintes sont traitées gratuitement pour le paludisme et les enfants aussi. Moi j'ai une question, docteur. Oui. J'ai une question parce que c'est vrai, on parle de pauvreté, tout ça. J'ai une question sur la qualité même des soins qu'on donne. Je veux dire, est-ce qu'à l'époque, là, enfin avant cette année-là, on n'avait pas des médecins, des infirmières et tout ça qualifiés? Oui, et pourtant, on avait toujours autant de... C'est une très bonne question. Vous savez, les choses évoluent. Nous sommes dans un pays en voie de développement. Oui. Donc, ça veut dire que les choses progressent. Ça commence quelque part et ça progresse comme on avait constaté. Oui. Parce que c'est après avoir fait les études qu'on s'est rendu compte de ces chiffres. Il y a de cela plus de 10 ans. Et de là, maintenant, l'État a donc commencé ce que je vous disais là, parce que c'est ce qui explique maintenant le traitement des enfants pour le paludisme gratuitement des enfants de 0 à 5 ans. Mais est-ce que c'est effectif tout ça? Effectivement, c'est effectif. Parce que nous avons mené un petit sujet là-dessus sur le paludisme, la gratuité du traitement, et il s'avère que les parents se sont plaints sur le terrain que ce n'est pas effectivement gratuit. Par exemple. Oui. Je vous assure, madame, si on refait ces études, ces chiffres qui existaient il y a de cela 10 ans, ça ne sera plus les mêmes chiffres. Parce qu'il y a des moustiquaires, vous ne pouvez pas voir, qui sont donnés aux femmes enceintes gratuitement. Et ces moustiquaires donc préviennent le paludisme, parce que vous savez, le paludisme, c'est un des problèmes qui menace la femme enceinte. Elle meurt en grand nombre. Vous voyez? Et de cela, parlons maintenant du problème d'ignorance. Les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale, on les informe de tout faire pour essayer, n'est-ce pas, d'ouvrir une petite compte pour garder dès 2003 pour qu'au moment d'accouchement, son kit d'accouchement de 6 000, ça ne doit pas être un problème. Son kit, si elle doit accoucher par césarienne, ça ne doit pas être un problème, il y a 40 000. Donc vous voyez, c'est pour les sensibiliser du fait de ce qu'on appelle le planning familial, parce qu'un des gros problèmes qu'on a dans notre société est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont tomber enceintes quand elles ne sont pas prêtes pour le faire. Et vous voyez, elles vont se mettre à faire des avortements criminels, bref, des infections, beaucoup, et elles vont mourir. Donc, il y a de ces choses-là que maintenant, avec les structures qui sont en place, avec un personnel bien formé, vous avez fait. Donc, tout est en train de changer. Tout est en train de changer. C'est le processus. Le processus est mis en place. Oui. Ça veut dire qu'on pourra avoir les résultats dans combien de temps? Il y a les études qui sont en cours. D'ici quelques années, vous aurez les résultats. Mais on n'a pas parlé de VIH. On est là sur le long terme. Ah oui, on n'a pas parlé de VIH. Il y a l'option maintenant B+. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que toutes les femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale et qu'on va dépister le VIH chez elles, confirmées, elles vont donc être soignées. On commence à leur donner les médicaments de prévention de la transmission des mères à l'enfant gratuitement. Et qualité du personnel bien formé et tout, on est d'accord, et maintenant inconscience de ce personnel. Eh bien, je vous assure, on était bloqué par ce problème de manque d'infrastructures. Mais si vous venez maintenant, l'accueil est formidable, madame. Ah oui, parce qu'il n'y a aucun médecin digne de ça. Dans tous les hôpitaux? Mais je vous assure,
Il n'y a aucun médecin. Une famille en travail, on lui dit vraiment quand ce sera le cas, appelle-nous. Oui, il n'y a aucun médecin qui a prêté serment qui va venir s'asseoir dans son bureau et ne pas s'occuper de ses malades. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Merci, docteur Bois. Marguerite Matessa est conseillère psychosociale et donc c'est d'ailleurs grâce à elle qu'on a pu obtenir certains témoignages lorsqu'on menait l'émission autour du VIH-Sida. Marguerite, quelle est la situation des femmes aujourd'hui selon vous? Vous les rencontrez tous les jours? Oui, je rencontre des femmes tous les jours. Je dirais que leur situation, la situation est nettement en train de s'améliorer. Parce que comme vous suivez le discours de docteur Je ne suis pas le discours de docteur Bois. Oui. Moi, je parle uniquement, je suis témoin de ce que je dis, je suis garant de ce que je dis. Oui. Je suis sur le terrain, comme je disais, c'est en train de s'améliorer nettement. La dernière fois, on était en train de discuter, quand j'étais sur ce plateau, j'étais en train de parler des médicaments qui n'étaient pas disponibles. Vous avez même effectué une descente, vous avez constaté par vous-même et le témoignage des autres personnes. Aujourd'hui, il y a déjà des médicaments et je tiens à rappeler ici qu'il y a des problèmes de rupture de médicaments qui étaient liés à des structures. Et on essaie de travailler avec ces structures-là pour que cela soit amélioré. Ça veut dire, normalement, quand on donne les médicaments, il faut qu'il y ait toujours une petite quantité qui doit servir de stock de réserve. Alors, je reviens là-dessus. Docteur Mboua, en coulisses, je vous faisais savoir que nous avons reçu des informations selon lesquelles les chiffres qui sont communiqués aujourd'hui sur le taux de séroprévalence n'est pas tout à fait vrai. Je ne sais pas si c'est une déclaration qu'on peut prendre en compte ou pas du tout. Vous allez nous dire, vous êtes sur le terrain également. On nous dit que le taux est en train de croître au lieu de décroître tel qu'on nous le fait savoir. Mais je pense qu'à ma connaissance, de ce que je connais, le taux aujourd'hui tourne autour de 4%. Et c'est le taux que moi je connais. Donc s'il y a les études récentes de ce qui concerne la séroprévalence de VIH dans notre pays, franchement, je ne suis pas au courant. Ça, c'est les chiffres que je connais, tout dernier chiffre. En décembre 2014, il était donc sur les nets et partout, le ministère de la Santé. Et on parlait de 4,5%. Voilà, c'est ça que moi je connais. S'il y a des études récentes, je ne suis pas au courant. Alors, parlons des femmes qui sont enceintes et séropositives en même temps. On se souvient encore à l'époque qu'il y avait un souci, c'est qu'on était convaincus de ne pas pouvoir faire d'enfants quand on était séropositive. Alors, comment ça se passe de plus en plus? On se rend compte que les femmes, on peut être séropositives. Oui, on peut effectivement mener une vie, excusez-moi, complète étant séropositif. Parce qu'il y a de nos jours des traitements efficaces qui réduit, n'est-ce pas, la charge virale presque zéro. Et cela donc empêche la transmission de ce virus de la mère à l'enfant. Parce que c'était un des gros problèmes qu'on avait. Bon, maintenant, en ce qui concerne les couples discordants, il est question de voir donc le gynécologue qui va donner les conseils et quoi faire. Bon, il y en a beaucoup qui sont venus me voir. À combien de mois on peut déjà commencer Il faut aller dès qu'on sent qu'on est enceinte ou alors il faut attendre un certain nombre de temps? Donc, bref. Le problème se posait à deux niveaux. Pour les couples discordants, comment faire? Le mari est séronégatif, la femme est séropositive. Comment faire pour amener, n'est-ce pas, l'homme de rendre sa femme enceinte? C'est un problème. Donc, c'est des détails techniques. Il faut que donc, le couple voie donc un gynécologue. Et donc, maintenant, en ce qui concerne la maman, elle est enceinte, séropositive, comment faire pour prévenir la transmission de la mère à l'enfant? De nos jours, avant, on disait qu'il fallait attendre 28 semaines, et on commençait à donner les médicaments pour prévenir la transmission. De nous, après un certain temps, c'était 14. Mais maintenant, dès que la femme est enceinte, on la met directement sur les antirétro. On n'attend pas qu'on va faire les tours de CD4 pour voir si c'est moins de quoi. Non. On commence dès lors de donner. C'est une des raisons pour laquelle je vous dis l'État n'oublie pas ces femmes. L'État se bat toujours. L'État n'oublie pas ces femmes. On va peut-être terminer là-dessus, Marguerite, avec les constats de ces derniers jours. Est-ce que vous avez comme l'impression que voilà, les femmes qui viennent vous rencontrer, parce qu'on parlait de la situation de celles qui sont dans les marchés et qui
vous dites, je ne sais pas comment j'ai contracté le virus, mais vous faisiez état de ce que il y a ces endroits d'épilation des femmes au marché. Oui, on utilise souvent, voilà, on utilise souvent la même lame pour épiler 2-3 femmes. Voilà, ce que je dirais à ce sujet, c'est juste essayer, c'est une forme de, je vais appeler ça quoi, SOS à l'endroit de toutes les femmes, à l'endroit de tout le monde d'ailleurs, de prendre des prédispositions en se rendant dans ces endroits, que ça ne soit pas seulement au marché central, on fait la manicure, pédicure, ou dans les salons de coiffure, d'avoir leurs propres objets souillés à eux, parce que le VIH se transmet également par les objets souillés. S'il y a une lame de rasoir qu'une personne a déjà utilisée, que celle qui fait la manicure pédicure a déjà utilisée sur une cliente et qu'une autre vient après, si la même lame n'est pas changée. Donc pour être sûr, le mieux c'est de venir avec sa propre lame parce qu'on est sûr de la lame de rasoir qu'on a apportée soi-même. On ne peut pas déjà être sûr de la lame de rasoir qu'on a trouvée. Donc c'est un peu ça. Et par rapport à ça, je voulais ajouter un petit quelque chose. Je ne sais pas, peut-être c'est à l'attention de l'opinion publique puisque on va célébrer la femme bientôt. On célèbre la femme? On célèbre la femme déjà. C'est par rapport au prix des examens, puisque je fais dans la santé, et la santé n'a pas de prix. Et un homme riche qui n'est pas en bonne santé est pauvre. On ne peut qu'être en bonne santé, on ne peut qu'être riche si on a la santé. À ces propos-là, je disais que j'interpelle l'opinion publique qu'ils essayent d'harmoniser les prix. Que les prix soient harmonisés au niveau de structures. Spécifiquement par rapport à la prise en charge de ces personnes vivant avec le VIH. Les antirétroviraux sont gratuits, oui. Il y a l'option B+, on prend les femmes enceintes systématiquement, gratuitement en charge, oui. Mais il y a le bilan qu'il faut payer. Est-ce qu'il ne faut pas aussi mettre un accent sur ce bilan-là et voir comment progresser vers la gratuité ou alors que ça redevienne au stade où le malade donnait juste un petit minimum de contribution et que l'État s'est chargé pour rembourser le reste à la structure de c'est dit et c'est entendu, Marguerite. Je vais vous remercier. Là, Marguerite va céder sa place à Blanche. Charlie va s'installer pour son exercice. À l'occasion de la Journée internationale de la femme se pose également la problématique du bilan des associations. Et donc Blanche Omesom est avec nous, l'association La Colombe, vous savez très bien. Bonsoir Blanche. Bonsoir Clarence et bonsoir aux dames qui nous regardent aujourd'hui. Donc lutte contre les violences à l'endroit des enfants, ça il faut le préciser. Oui, la précision en vaut la peine. Voilà. Violence sexuelle. Violence sexuelle à l'endroit des enfants. Quel est le bilan, Blanche, que vous pouvez faire aujourd'hui de toutes les actions que vous avez menées le long de l'année? Je vais dire, Clarence, que le bilan, en fait, il est très lourd parce que plus les années passent, plus on se rend compte que les enfants sont de plus en plus victimes de violences sexuelles et malheureusement, vraiment, je dis bien malheureusement, c'est à déplorer parce que j'ai parfois l'impression que les enfants, les personnes, c'est-à-dire que les adultes s'intéressent beaucoup plus aux autres causes. Mais on oublie que les violences sexuelles sont une cause que les enfants vivent beaucoup plus et dont on ne parle pas et qui ont des conséquences vraiment très lourdes dans la vie présente et future de ces enfants. Alors, on parlait avec la déléguée du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille de ces différentes situations délicates. Et vous êtes une bénévole. On vous présente comme ça, parce que vous l'êtes effectivement. Est-ce que vous avez eu à demander un budget pour les actions que vous menez? Et quelle est la réponse qui vous a été donnée? Généralement, avec le gouvernement aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Parce que nos ministères de tutelle sont justement le ministère de la Promotion, les Affaires sociales. Déjà avec eux, et Madame la déléguée l'a dit tout à l'heure, ils ne peuvent pas tout faire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas assez de budget déjà pour leurs propres actions et à plus forte raison pour soutenir encore des associations qui les accompagnent dans leur travail. Ça veut dire que nous sommes obligés de nous battre nous-mêmes pour pouvoir réaliser nos actions. Et donc, après cette année, vous continuez effectivement, vous bagarrez, parce que c'est véritablement cela.
Et vous vous dites, ça va peut-être aller mieux demain. Bon, certainement, c'est cet espoir-là qui nous permet d'avancer. Si auprès du gouvernement, on ne peut pas avoir un accompagnement, on essaie de se rabattre au niveau de certaines organisations pour pouvoir le faire. Et on espère que cette année sera peut-être meilleure. Alors, je m'en voudrais de terminer ce plateau sans vous poser une question cruciale que certainement tout le monde attend. Le petit Alex qui a vu son sexe coupé par sa mère se porte un peu mieux aujourd'hui grâce à l'association La Colombe. Comment va-t-il? J'ai peut-être déjà répondu à la question. Comment va-t-il et comment vous faites pour l'encadrer? Aux dernières nouvelles, vous étiez à la recherche d'une famille d'accueil à Douala. Où en êtes-vous? Oui, c'est vrai que je crois que c'était lundi ou mardi, j'ai appelé sa grand-mère pour avoir des nouvelles. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci pour le moment, ça va beaucoup mieux. Mais au niveau de la famille d'accueil, nous n'avons pas encore pu trouver cette famille d'accueil. Mais déjà la semaine prochaine, je dois encore l'amener à Yaoundé, rencontrer certains spécialistes aussi, des urologues, qui nous vont voir, parce que c'est toujours bien d'avoir l'avis de plusieurs médecins. Et c'est à partir de là maintenant qu'ils vont déterminer ce qu'il y aura lieu de faire. Et avec le soutien de celui qui le suit déjà ici à Douala, à qui je dis encore vraiment merci pour tout le soutien qu'il apporte à cet enfant. Donc à ce moment-là, nous allons voir s'il y a encore d'autres démarches à faire. Mais pour le moment, on attend quand les professeurs de Yaoundé vont se réunir et nous faire une proposition par rapport à ça. Alors, association lacolombe.com pour avoir plus d'informations. Charlie? Oui, Clarence, je dois dire que j'ai le cœur complètement meurtri quand je viens d'écouter ce que je viens d'écouter de la part de Blanche Omessom. Oui, c'est tout à fait ça. Père d'enfant, cœur altruiste, cœur sensible. Je suis très ému. Je voudrais d'entrée de jeu la féliciter pour ce qu'elle fait. Mais je voudrais, en tant que stratège, lui suggérer qu'il ne faut pas se résigner à la disposition des pouvoirs publics. Parce que là, c'est de l'inertie. Utiliser les médias qui peuvent faire solliciter des personnes, à la limite des personnes non grata, comme le docteur, comme moi, comme Clarence, qui pourront apporter un 10 000, un 20 000, un 50 000. J'espère que tout le monde m'écoute. Ouais, c'est que je ne ménage pas les moyens pour il faut oublier les pouvoirs publics parce que là, vous allez être esclave de cela. Vraiment, je voudrais vous féliciter parce que vous avez dit l'omerta autour des enfants, c'est quelque chose d'institutionnel. Clarence, je voudrais revenir sur le docteur. J'ai apprécié un certain nombre de choses dont il a fait évocation, l'infrastructure, le personnel, l'ignorance des femmes. Mais il a parlé de la disponibilité, mais bon sang, est-ce qu'on gouverne un pays par émotion? Pourquoi les disponibilités doivent-elles être des choses de crise? Lorsqu'on a un stock, on doit savoir que nous avons besoin de 100, je dis n'importe quoi, de 100 micros, pour prendre le cas des studios ici, par an, et qu'à la fin de l'année, si nous avons 10 qui restent, il faut qu'on s'approvisionne. Il faudrait que vous, les responsables au niveau de la santé, que vous tiriez la sonnette d'alarme pour que les pouvoirs publics, dont vous êtes les représentants, puissent prendre les taureaux par les cornes. Parce que quand vous dites ça au malade, la maladie n'a pas de rendez-vous avec le malade. Il faut faire très attention. Et vous les femmes, hein? Vous, nos mères, lorsque nous avons une journée, on a dit c'est pas une journée, c'est une fête. Prenez ça comme vous voulez. Prenez des sujets sensibles, comme celui dont madame vient de faire évocation, comme l'aspect dont le docteur vient de faire évocation, pour que nous puissions laisser nous les équilibres d'égalité, d'équité, de nombre de personnes au gouvernement qui ne nous apportent rien. On ne peut pas être heureux forcément que lorsqu'on est au gouvernement. Croyez que si on a 45 femmes ministres, ça va changer quoi dans la République? Alors qu'on peut avoir... jamais. Non, ça ne change rien, forcément. Parce la fibre sensible. C'est l'émotion. On ne gouverne pas par émotion. Mais il ne s'agit pas de ça. Ça ne donnera pas de l'assurance. Il s'agit, quand on fait de la politique, il faut faire de la politique de proximité. La politique, c'est fait pour les citoyens. Le contrat social qu'on vous donne, lorsque vous êtes ministre, vous devez travailler pour vos populations. Si vous êtes ministre de Yabassi, ministre originaire de Yabassi, et que vous n'apportez rien à Yabassi, ça ne sert à rien. Voilà. Merci, merci Charlie. Oui, commentaire en 30 secondes, docteur. Oui, juste pour souhaiter, qu'est-ce que j'ai dit, bonne fête ou bonne journée
de la femme qui est dans... Choisissez, docteur. Donc, je dirais bonne journée de la femme. Le 8 mars. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Okay. Merci Blanche. Et Merci, surtout bonne Clémence. continuation. Merci beaucoup. Beaucoup de courage. Merci. Voilà, c'est donc terminé pour cette émission. On se retrouve dans le Saré, bien évidemment, comme c'est le cas tous les samedis sur Canal 2 International dès 11h. Au revoir. Au revoir. Merci.